Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. On peut nous écouter sur gilesparent.com, Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sur le vocable Parents et amis. Aujourd'hui, c'est un podcast, un balado très particulier. J'ai comme invité Denis Anger, journaliste et j'allais dire photographe. Historien. Ça m'est arrivé d'en prendre. Ah oui, oui. Mais t'étais à une époque où il y avait des photographes. Maintenant, oui. Tu devrais, si t'étais dans ton métier, tout faire aujourd'hui probablement. Exactement. À l'époque, on avait le journaliste qui faisait le reportage, on avait le photographe qui prenait les photos, qui complétait le travail du journaliste. Ensuite, il y avait un laboratoire où il y avait des gens qui étaient des techniciens, qui développaient les photos, qui étaient des photos argentiques comme aujourd'hui. Oh mon Dieu! Les vieux 35 mm, notamment Nikon, Canon. Il y avait une fierté à faire ça. Mais autre temps, autre mœurs. Hein? Une des choses que j'avais en tête, depuis plusieurs mois, puis je disais à ma blonde, penses-tu que Denis aimerait faire ça? Elle a dit, bien certainement. Elle a dit, je ne sais pas s'il veut le faire, mais s'il veut le faire, ça va être intéressant. Je t'explique, puis j'explique aux auditeurs de quoi il s'agit. Récemment, mon beau-père me parlait, c'est même sa partie de l'histoire, il me parlait du fait que, au départ, quand on a construit, entre autres, le château Frontenac, on transportait des vitres pour le château, pour la construction, bien pas récemment, mais quand on a fait ça il y a 100 ans à peu près, le château. 1892, le début. Première fois qu'on a traversé de l'Europe vers ici, les vitres par le bateau se sont rendus compte en arrivant qu'ils étaient toutes cassées ou plusieurs étaient cassées. Ça prenait une solution. Fait que finalement, la solution, ça a été, on va les transporter dans de la mélasse. Fait qu'en la mettant dans la mélasse, chaque vitre, ça les permettait de... Puis comme ça durcissait, parce que c'était froid en mer, ça bougeait plus, puis ils sont arrivés, puis ils ont installé les vitres. Le problème, c'est que quand ils ont installé les vitres, ils se sont rendus compte qu'il restait de la mélasse. Et voilà. Et qu'est-ce que les jeunes petits voyous, petits schnappants faisaient? Ils allaient lécher la mélasse. Ils faisaient donc un lèche-vitrine. Exactement. Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc drôle, le sens littéral... Puis là, j'ai dit, est-ce qu'il y en a comme ça? Je me suis mis à faire l'équipe de recherche de parents et amis. Ben oui, il y a nombreuses d'ailleurs, et de qualité. Et de qualité. On s'est mis à travailler, puis on a titillé un peu notre Denis Anger national. Et aujourd'hui, il nous arrive avec beaucoup d'expressions que je pense la plupart nous connaissons. Oui, probablement, la plupart. Et elles ont un sens historique très souvent, des fois de 300 ans, 400 ans, des fois ça date même d'avant Jésus-Christ. Ah ben il y en a quelques-uns qui remontent quasiment aux Égyptiens, quand même, c'est pas d'hier. Hein? Alors partons le bal, amusons-nous, puis allons voir qu'est-ce qu'on a à dire de chacune des expressions, puis en les situant ou en les... Je pense que la plupart, on va les connaître aussi. Bon, on va être gentil. De toute façon, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment une source qui est précise. Hein? C'est pas comme une loi qui est adoptée en 1492 qui veut dire que ça signifie ceci. Il peut y avoir ça, et peut-être ça, et peut-être ça. Oui, puis ça varie un peu de qui le dit, où il le dit. Je vais vous donner un exemple et on va partir avec une expression qu'on connaît bien au Québec. L'expression, quand vous mettez beau, mon cher Gilles, vous sortez votre beau vêtement, votre bel habit. On se met sur son? 36. Ouais. Ici, en France, si vous dites « je suis sur mon 36 », ils vont vous regarder interloquer. Des pantalons 36? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit, là? Parce que pour les Français, on se met sur son 31. Ah ben voyons. Ben oui. D'ailleurs, Peter Simons, à Québec, quand il a parti sa ligne de qualité pour hommes, il appelait ça le 31. Hein? Parce que les Français, ils disent « je me mets sur mon 31 ». L'origine de se mettre sur son 31, c'est quelque chose que nous, on n'a pas vécu. Nous, on a été fondés par des Français, Cartier, Champlain, Talon, le régiment de Carignan-Sallière, les Filles du Roi, et tout le Bataclan. Donc, on est installé ici. Évidemment, en 1759, c'est Penne d'Abraham, notre ami Montcalm, se fait battre par notre moins bon ami Wolfe. Hein? Mais vous êtes au cœur d'un quartier où on reflète très bien les batailles de 1759. Vous vivez dans le quartier Montcalm. Oui. Les rues autour, c'est tous des généraux français. Bourlamaque, Bougainville, vous avez Moncton, vous avez Murray. C'est essentiellement qu'on a créé ce lieu-ci qu'on appelait la ville de Montcalm. C'était une ville ici avant d'être un quartier de Québec. On s'est dit, regarde, on va aller dans le grand entendement. On va se réunir. Donc, on va donner une rue anglaise, une rue française. Donc, ils partent, puis les Français, ils rentrent chez eux, la plupart d'entre eux, 3000, essentiellement, qui est reparti? Les soldats, les militaires, le haut clergé, la noblesse, les gens qui avaient de l'argent à faire, les grands commerçants. Donc, le dessus de la pyramide de la Nouvelle-France. Ils s'en retournent chez eux.
60 ans plus tard, il y a un gars qui s'appelle Napoléon, qui va conquérir l'Europe, on le connaît, oui. Napoléon Bonaparte. Malheureusement pour lui, et peut-être heureusement pour le monde, en 1814, il est battu et il doit abdiquer pour une première fois. Il va se réessayer l'année suivante, en 1815, et là, il va frapper son Waterloo. Ah. D'où l'expression « Frapper J'ai son frappé Waterloo. mon Waterloo ». Voilà, le Waterloo étant, c'est la bataille finale que vous perdez. Et Paris va être occupé à ce moment-là par des troupes, notamment des troupes qui viennent de la Prusse, l'ancêtre de l'Allemagne. Chez les Prussiens qui occupent Paris, les régiments allemands, on les haït, mais ils sont là, ils ont gagné. La tradition veut que la solde, le salaire du soldat, est payé tous les 31 jours. Alors, OK. 31 jours, c'est 31 jours, tu vas prendre ta solde. Le jour de la solde, de la paye, les soldats prussiens paradent dans les rues de Paris. C'est un beau jour parce que... OK. Il y a le cash qui s'en vient. Ouais. Surtout que le cash est payé, comme ce sont des occupants, c'est les Français qui payent le salaire des Allemands, des Prussiens. Donc, ils paradent dans les rues de Paris, ils mettent leurs uniformes brillants, ils font, ils astiquent leurs boutons de cuivre et de laiton, et ils se prennent dans la rue. Donc, l'expression qui vient, c'est « Ah tiens, voilà les Prussiens, ils sont sur leur 31 ». 31 étant la date, le jour. Étant le jour. Le 31e jour, c'est la solde des Prussiens qui occupent la ville de Paris en 1814-1815. Et l'expression va prendre. OK. Se mettre sur son 31, les Français font référence à ces troupes d'occupation prussiennes qui sont à Paris et dans les grandes villes de France en 1814-1815. Nous, ici... 36, oui. Il n'y a pas 36 jours. Non, mais nous, ici, là, les Prussiens, on s'en balance. En 1814, là, les Français, ils sont plus chez nous, donc il n'y a pas d'occupation allemande, il n'y a rien. Vous savez, nous, en 1814, on est quasiment plus du côté des Anglais que du côté des Français de Napoléon Bonaparte. Même si pendant des siècles, au Québec, on va avoir tendance, lorsqu'on baptise un garçon, à l'appeler Napoléon pour faire un pied de nez aux Anglais. Hein? Vous savez, Okay. les nappes côtés de ce monde-là, il y en avait plein des Napoléons. C'était souvent une manière d'un peu baver nos amis canadiens-anglais. Donc ici, on va sur autre chose. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on fait lorsqu'on s'habille beau, au Québec, en 1850, on va où qu'on se met beau? On va à l'église, on va à la messe. Hein? Qu'est-ce qu'on met? Surtout lorsqu'on a eu nos étrennes du jour de l'an, on met nos vêtements neufs. Donc, on va dire, tiens, ses parents, il a mis ses habits 9. Ben non, tu vas m'arrêter. 4 fois 9? Ben oui. Ben oui. Hey, ça, je l'aurais jamais trouvé. Il s'est mis sur son 36. Donc, et voilà, il est habillé tout 9. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un sens sur l'apparat, qui est le même que la France, mais l'origine est très différente. Et le chiffre n'est pas le même. C'est assez curieux et l'origine n'est pas du tout la même. Mais il y a quand même des convergences et on va le voir que dans l'histoire de l'humanité, vous savez, par exemple, il y a une expression qu'on dit, il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé. Hein? On jette le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Ça, c'est une expression qui est une importation. Elle existait en Angleterre au 15e siècle, puis elle existait en Allemagne. T'sais. On a le même mot, même ordre, et les Français vont tout simplement adopter l'expression qui est d'abord allemande, puis anglaise, et qui va passer dans les mœurs. Et qui signifie, comme on le sait, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire pas en faire trop, d'une certaine manière. Une chose qu'on ne pourrait pas faire ici, mais que tu pourrais m'expliquer dans le sens historique, toucher du bois. Je vais essayer, tu sais, quand tu dis « j'espère que ça va continuer, j'espère qu'on... je vais toucher du bois », on le dit régulièrement, ça? Ah oui, puis à l'heure de la mélamine, puis du corian, puis des trucs en métal, c'est mais ça doit être vieux, ça, ça doit être vieux comme expression. Vieux. On dit que c'est une superstition qui remonte avant Jésus-Christ. Donc, chez les Perses, les Égyptiens, on voulait attirer la chance en touchant une pièce de bois. Hein? L'expression que nous, on connaît, elle a plus des racines un peu, je vous dirais, chrétiennes. Hein? Vous savez qu'il y a 2000 quelques années, il y a un type qui est né en Palestine, qui s'appelait Jésus. Donc la croix s'en vient, d'après moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Toucher du bois. Le bois de la croix pour nous porter chance. On touche du bois parce que ce faisant, on va communier à nos racines chrétiennes. C'est beau quand même, hein? Quand vous avez une tête de bois, ça n'a rien à voir avec la croix de Jésus-Christ. Mais l'origine probable, c'est celle-ci. Oui, exactement. Dans notre tradition de francophone, parce que la France, on a toujours dit que c'était la fille aînée de l'Église catholique. Donc, il y a un lien
très important. Puis c'est sûr que notre génération, Gilles, on aura probablement été la dernière à vivre l'espèce d'omniprésence de l'Église. Hein. Quand on était jeunes, nous, là, l'école primaire, c'était les frères, c'était les bonnes sœurs, ils contrôlaient le secondaire, pas très négociable, l'Église. Hein? Oh non, monsieur. Ils contrôlaient l'éducation, ils contrôlaient la santé. Hein, les hôpitaux, les crèches, les hospices, c'était essentiellement des communautés de sœurs. Québec était une ville qui était une ville au sans clocher. Hein, il y avait des soutanes partout. Là, ça a bien changé. Mais on est ça, le toucher du bois, la croix, la présence de Dieu dans nos vies, elle est partout à cause de cette tradition. Denis, si on est dans le trouble tous les deux, puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas fini avec nos problèmes, donc c'est une expression qu'on entend. « mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge ». Ben, c'est parce qu'on a pris trop de boissons, peut-être. Non, je me demandais s'il y avait un lien, ça n'a pas de lien avec la boisson. Non, parce que ça n'a rien à voir. C'est curieux, hein, parce que c'est ça, moi j'ai toujours pensé, on est à l'auberge, le cheval n'a pas été ferré, j'ai été séduit par la fille de l'aubergiste, je ne suis pas sorti de l'auberge. Non, le mot vient, parce que le mot auberge, à travers les années, pour nous, une auberge, c'est un établissement, un hôtel. Souvent licencié aujourd'hui. Exactement. On pense à ça, oui. Hein, l'auberge du Grand Quai, l'auberge de l'Étang, il y en a plein des auberges. Mais il nous manque la jeunesse, tu vas me dire, avant? Dans le langage quotidien à l'époque du régime français, avant la chute, une auberge, les prisonniers appelaient auberge la prison. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour eux, une auberge, c'est l'institution carcérale. Hein? C'est Donnacona, c'est Pointe... mon Dieu, vous n'aurez pas deviné, là. Non, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de la prison, de l'emprisonnement. Et c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'est pas tiré d'affaire, parce que si je suis condamné à rester dans l'auberge, je suis condamné à rester entre les quatre murs. C'est pas sa décision. La personne qui est à l'auberge... Il n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il va falloir que quelqu'un décide qui sort. Exactement. Si vous et moi, on va à l'auberge en payant pour une chambre avec vue sur le lac, ça va. Mais eux, à l'époque, non. C'était un cachot avec vue sur la très sympathique bouille du Geôlier. Donc, ne pas être sorti de l'auberge, c'est ça. On n'est pas... Puis, regardez, au Québec, on l'a adapté un peu parce que l'auberge, dans ce sens-là, le mot était vieux. Hein? On avait adopté le sens contemporain. Donc, nous, on l'a transformé par « on n'est pas sorti du bois ». Oui, c'est vrai. C'est un peu le même sens. OK, parfait. L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est une chose que... On part de celle-là, je me dis, est-ce que c'est encore vieux, ça aussi, plusieurs centaines d'années? Ça, c'est plus vieux que vieux. Là. Ça remonte vraiment à ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge. Hein? Il y a longtemps. L'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Hein? C'est pas nécessairement... Les apparences peuvent être trompeuses. Les apparences peuvent être trompeuses ou... la soutane peut être un peu capricieuse. Et ça remonte c'est intéressant parce que ça existe encore un peu, c'est une dynastie, 13e siècle. Un endroit qui s'appelle Monaco, quand même, la principauté, avec le sympathique Albert II, puis le prince Régnier. Exactement. C'est vieux, ça, c'est vrai, la légende. Exactement, on monte au 13e siècle, l'ancêtre de ces princes sérénissimes, comme on les appelle aujourd'hui, il s'appelait Grimaldi. Et on raconte... La légende veut qu'il veut s'emparer de la principauté. Ceux qui sont allés à Monaco, c'est construit quand même sur une falaise. Au-dessus de la falaise, il y a une fort. Exactement. Il y a un fort. Ce qui est aujourd'hui le palais de sa résidence sérénissime, il y a un fort. Il y a une falaise là. Et on raconte que l'ancêtre Grimaldi a confondu les gens qui défendaient le fort, qui étaient des gens qui étaient au service de la principauté italienne de Gênes. Gênes n'est pas très loin en Italie. Ouais. Donc, c'est une principauté. Monaco appartenait pas à la France à l'époque, appartenait à des principautés italiennes. Donc, de manière à confondre les défenseurs. Ils sont pas très nombreux, mais une forteresse, c'est difficile à prendre si tu n'es pas capable de rentrer dedans. Donc, il met une stratégie en place, c'est ça? Exactement. Il invente le camouflage, hein? Le déguisement. Donc, on raconte que Grimaldi va dire à ses hommes de troupe, mettez-vous donc des bures. Une bure, c'est comme une soutane, peut-être? Une soutane de frères. Un frère, les franciscains à l'époque. Hein? On se souvient, il y avait les capucins, les franciscains. Au lieu d'être des soldats, en apparence, ce sont des moines. Exactement. Donc, ils s'en viennent en procession, en priant. Les défenseurs de la citadelle de Monaco vont y prêter pas tellement d'attention. Et une fois que les bons frères sont entrés dans la citadelle, évidemment, sous la bure, il y a l'épée, la dague, le crochet et tout ce qu'il faut. Et on dit
que c'est ainsi que la famille Grimaldi est devenue la régente de la principauté de Monaco-Monte-Carlo. C'est beau, hein? La vie ne fait pas le moine, effectivement. Faire attention Méfiez-vous des apparences. Aux apparences. Exactement. Est-ce qu'on peut se ramasser gros gens comme devant? Ah ben oui. Gros gens comme devant. Si on n'a pas eu l'intelligence de voir que derrière la soutane, il y avait peut-être une cuirasse, ben on peut se ramasser gros gens comme devant et se faire prendre. Ça veut dire que tu n'es pas plus avancé, dans le fond, gros gens comme devant? Gros gens comme devant, ouais. Je me ramasse, ça veut dire que j'ai travaillé fort puis je suis rendu nulle part. Donc, j'ai pris bien des billets de loterie puis j'ai rien gagné. Hein. Je me ramasse gros gens comme devant. C'est-à-dire que mon château de cartes s'est un peu effondré. Mais qui est Jean? Qui est devant? Un gros Jean, ouais, c'est ça. Gros Jean comme devant. Comme devant, c'est pas devant, derrière, hein, c'est comme dans le temps présent. Okay. L'expression dit « si devant moi comparait monsieur, madame, etc. » Donc, le devant dans ce sens-là. Gros Jean, c'est un peu, comment dire, la manière qu'on avait pour traiter quelqu'un qui n'était pas trop intelligent. Okay. C'est un gros Jean. Le fou du village, pour certains cas? Ouais, gros Jean, c'est quelqu'un qui a pas, comme dirait Manon Massé, c'est pas le pogo le plus éclairé du groupe. OK. Donc, ça part de là. Donc, on se ramasse gros Jean comme devant parce que malgré tout ce qu'on a fait, ben gros Jean, il allait jamais nulle part parce qu'il n'y avait pas l'intelligence de... Il me fait penser un peu dans... il y a une pièce de Steinbeck qui s'appelle « Des souris et des hommes ». Oui, les gens ont oui. peut-être vu ça. Oui, moi, Une interprétation notamment extraordinaire de Loisel à l'époque. Hein. Son frère, celui qui est décédé, et celui qui joue le rôle de Georges. C'est un gros Jean comme l'époque. C'est un simple d'esprit qui, malgré tous ses efforts, ne fait que des mauvaises choses. Donc, on se ramasse gros Jean comme devant. C'est ça. On est comme le Canadien. Le Canadien, ces temps-ci, il joue pas mal gros Jean comme devant. La meilleure volonté du monde peut aider, mais peut conduire aussi aux pires catastrophes. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ah ouais, ben ça, c'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. Ça vient beaucoup de la tradition catholique, hein, chrétienne. Le chemin de l'enfer est semé de bonnes intentions, pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que la rédemption, elle se gagne un jour à la fois, une bonne œuvre à la fois, et que t'as beau faire le mieux, ben souvent, tu vas te ramasser en enfer. Le chemin de l'enfer est semé de bonnes intentions. Il y en a beaucoup comme ça, hein, des expressions qui sont liées à la relation entre l'homme, entre le Dieu, entre le paradis et l'enfer. Hein? OK. Il y en a une au Québec, on l'utilisait beaucoup, c'est que le bon Dieu châtie ceux qui l'aiment bien. Hein? Ouais. Bon, ben ça, c'était une manière de faire en sorte que les pauvres employés dans les usines, ils se ferment pas. Tu ne l'emporteras pas en paradis. Hein? Ouais. Tous ces dictons-là. C'est tout à fait lié, là. Ouais, mais... où il est plus difficile à un homme riche d'aller au ciel qu'à un chameau de passer par le pas d'une aiguille. Le pas d'une église. Ouais, encore d'une aiguille. Hein? Le chat d'une aiguille, c'est tout petit. Hein? C'est le petit trou dans lequel on passe le fil. Donc, c'était vraiment beaucoup la société qui était la nôtre à cette époque-là. L'enfer pavé de bonnes intentions, est-ce que ça peut être aussi... Tu as des bonnes intentions, mais tu n'as rien fait pour réaliser ça? Est-ce qu'il y a un côté... entre le vouloir faire des choses puis le faire, il y a peut-être un écart? Exactement. Okay. Exactement. Tu as plein de bonnes intentions, mais tu n'as pas fait de rien. Tu n'es pas à la bonne place. Okay. Tu as des bonnes intentions, mais pas dans le bon côté. Autre expression qu'on entend beaucoup, j'ai hâte de voir d'où ça vient, c'est avoir pignon sur rue. Ah ben oui. Je présume que pignon sur rue, ça a rapport à la rue puis ça a rapport à une maison. Oui, pour une fois, ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît. Là. Okay. Un pignon, un sens littéral, une rue. Ouais. Ben, à l'époque... lorsque vous étiez... il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient propriétaires au départ. Là, on remonte beaucoup. On remonte au 16e siècle. Okay. La manière dont les gens construisaient leur maison, les taxes à l'époque étaient imposées en fonction de la largeur de la maison. Ce qui fait que quand vous allez en Europe, la hauteur, vous allez voir, les maisons, elles sont assez étroites et plutôt hautes. Hein? Oui. Parce que la taxe est payée sur la largeur du frontage, comme on disait à l'époque. Et... souvent, la maison elle a 3 étages. Le premier étage, au rez-de-chaussée, c'est la boutique. Hein. C'est l'endroit où vous faites du commerce, vous êtes forgeron, vous êtes boulanger. Le deuxième étage, c'est l'endroit où vous demeurez. Et le troisième, c'est souvent l'entrepôt. Pour avoir accès à l'entrepôt à partir de la rue, ben, il fallait avoir une manière de monter les pièces. Donc, on avait besoin d'avoir une espèce de potence en haut avec une poulie.
Hein? Et il y en a encore. Il y a des gens qui connaissent bien Québec. J'ai déjà vu ça. Oh, ben, on voit ça encore aujourd'hui. L'auberge Saint-Antoine, à Québec, sur la rue d'Alousie, quand vous passez devant, remarquez, il y a une espèce de secteur qui est comme jaune. Et quand vous regardez en haut, vous voyez un pignon. Un pignon, c'est quoi? Ben, c'est un triangle qui se dresse au-dessus de la construction, de laquelle sort une potence où était à l'époque une poulie, où on prenait le matériau qui arrivait en bas, on le montait à force de bras d'homme et grâce à la poulie en haut. Donc, on construisait un pignon. Donc, si quelqu'un a un pignon sur rue, il est quelqu'un qui a réussi parce qu'il est propriétaire d'un immeuble. Premier point, propriétaire. Deuxièmement, souvent du commerce en bas. Donc, il est plus riche que la moyenne. Exactement. Il a pignon sur rue. Une compagnie a pignon sur rue. Lorsqu'on dit, par exemple, on fait souvent cette référence dans le cadre commercial, industriel. J'ai maintenant pignon sur rue à Paris. C'est quand même... Fierté, c'est ça. Donc, on est là. C'est beau. Donc, on voit bien, ça, c'est vraiment l'image. Le pignon, la rue, la maison, le pignon, la potence, l'entrepôt, le succès et une certaine prospérité. Chaque chose que tu dis est importante, donc le diable est dans les détails. Ça aussi, tout se lit. Oui, ben c'est sûr. Hein? Ça aussi, c'est un truc qui vient notamment de l'Allemagne. Hein? C'est-à-dire que l'expression existe d'abord, on la trouve d'abord en allemand. D'ailleurs, c'est Nietzsche, le célèbre philosophe Nietzsche, qui l'a écrit la première fois du 9e siècle. Et on va l'apprendre en allemand, d'ailleurs, c'est Der Teufel steckt im Detail. Ah ben oui, quand même, hein? Détail. Mais détail. C'est assez curieux parce que l'allemand, il y a quand même pas mal de mots français. Hein, le détail, lorsque, par exemple, vous parlez d'un coiffeur, vous savez que plus ça va, moins on en a besoin d'un coiffeur. Ça va très bien, moi. Mais en allemand, un coiffeur, vous savez comment on appelle ça? Non. Un friseur. Ah oui? Un friseur. Donc, ça vient du français. Frisera pas grand-chose pour moi, en tout cas. Le diable est dans les détails. Dans les détails. Comme on dit. Donc, c'est une expression qui vient de l'allemand qu'on a importée. Hein? Le diable est dans les détails. Donc, lorsque, par exemple, on signe un contrat, il faut faire attention aux détails parce que c'est là que se cache le malin. Donc, il y a plein de bureaux d'avocats, plein de nos auditeurs aujourd'hui qui pratiquent la profession d'avocat qui vont savoir très bien que le diable est dans les détails. Les petites lignes, il faut les comprendre. En bas, point 14. Sinon, les carottes sont cuites. Ah ben oui. Alors, si vous vous préoccupez pas des détails qui sont dans le contrat ou dans la vie, c'est sûr que vos carottes vont être cuites. Carottes, bon. Carottes sont cuites. Moi, j'aime bien les carottes. Hein. C'est bon. Hein. C'est un bon fruit jaune-orange. Quand on était gamin, on regardait les aventures de Bugs Bunny, puis on était convaincus. Je sais pas si votre mère vous le disait, mais moi, je me souviens que ma mère a dit « Denis, mange tes carottes, c'est bon pour la vue. » Ah oui, ça fait dire ça complètement. J'ai jamais compris pourquoi. Non, mais en même temps, Denis, c'était quoi? On est d'une génération où les légumes, particulièrement l'hiver, c'était des patates, des carottes puis des navets. Ça arrêtait là. Ouais. Fait que c'était des légumes généraux de pauvres, on peut dire. C'était des légumes de longue conservation. OK. C'est-à-dire que c'était des tubercules. OK. Il y avait aussi, évidemment, un peu les betteraves qu'on mettait en pot. Il y avait les conserves. Ça, c'était meilleur que... patates, betteraves, carottes, navets, enfin, des tubercules. Les carottes sont cuites. C'est assez curieux parce que ça fait pas pantoute allusion à la carotte. Bon. C'est curieux, oui, c'est très curieux. C'est une déformation du mot crotte. Une crotte. Ah oui? Carotte, une crotte. Je savais pas ça. Moi non plus. J'ai appris ça. Vous savez, la langue française, elle évolue. Donc, la carotte est considérée à l'époque comme un aliment de pauvre. Donc, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de pomme de terre. Hein? La pomme de terre n'existe pas. OK, c'est vrai. La pomme de terre va être importée en France à la fin du 18e siècle. C'est récent? Ben oui, c'est récent. La pomme de terre, c'est d'abord un truc qui pousse en Bolivie, au Pérou, en Bolivie. C'est un tubercule là-bas. Les Espagnols vont arriver, vont voir que les Indiens, les Incas, les Mayas mangent ça. Et finalement, ils vont l'importer en Europe, où ça va être considéré pendant très longtemps comme quelque chose d'un peu réservé aux animaux. Et ce n'est qu'à la fin du 18e siècle qu'un type, et il y a un nom prédestiné, là c'est le diable est dans les détails, c'est un fermier général. Donc les fermiers généraux en France, c'est une classe assez élevée de la grande petite noblesse qui s'occupe de l'approvisionnement et il s'appelle Parmentier. Bon.
Parmentier, patates Patate. parmentier, sauce parmentière, ben c'est lui. C'est lui qui va, convaincre les Français de manger des patates parce que il voit très bien qu'ils s'en servent pas, donc il a une idée. Hein, et là encore, là, c'était le bon Dieu était dans le détail. Il dit, regarde, s'ils pensent que c'est précieux, ils vont peut-être se l'approprier. Donc, il va faire planter des champs de pommes de terre à Paris, dans le jardin des plantes, et il va mettre des gardes. Mais il dit aux gardes, gardez, mais pas trop serrés. Les paysans, pas les paysans, les petits Français, hein, les gens du peuple, la populace de Paris, voyant qu'il y a ces trucs-là qui poussent, et ça fait de jolies fleurs. Hein, le plant de pommes de terre, lorsqu'il se met à éclore, ça fait des petites fleurs, mais c'est gardé. On dit, ça doit être précieux. C'est précieux. Hein? Fait qu'ils se sont mis à voler les pommes de terre, puis les manger. Puis là, ben, finalement, ils ont dit, mais quand même, c'est pas inintéressant. Donc, la patate est quelque chose qui arrive grâce à M. Parmentier. On va se coucher un peu moins niaiseux ce soir. Au moins, là, on peut dire qu'on n'est pas totalement gros gens par devant. Donc, pour mes carottes, ben, c'est ça. Donc, il y a une allusion entre la carotte et la crotte. Donc, c'est quelque chose qui est très, très similaire. Crotte devient carotte. Et évidemment, quand les carottes sont cuites, c'est parce que ça va pas bien. Hein? Ouais. Ça va. Donc, la carotte étant l'aliment des pauvres, un mot proche de la crotte. D'ailleurs, on disait à l'époque, les gens qui avaient de la diarrhée et qui chiaient des carottes, hein. C'est pas chic. Ben, c'est ça. C'est l'origine. Ben, exactement. OK, parfait. Exactement. Allons-y avec une autre expression. Une main de fer dans un gant de velours. On entend ça. Donc, une autorité ferme, mais une apparence plus douce. Oui, c'est ça. Donner l'impression que vous avez... elle est belle, hein? C'est quand même une belle expression. Mieux vaut ça que... Il y a plein de manières qu'on peut la traiter. C'est intéressant, c'est l'origine. On évoquait tout à l'heure en début d'entretien Napoléon Bonaparte. Oui. Ben là, on revient encore à l'époque de Napoléon, mais pas Napoléon lui-même, un de ses maréchaux. Vous savez que Napoléon, c'était quand même entouré de grands soldats, qui la plupart étaient des gens qui étaient venus d'origine assez modeste, puis grâce à leur talent, ont grimpé la hiérarchie militaire. C'est très différent parce qu'avant, dans l'Ancien Régime, du temps des rois, pour être le maréchal qui commandait tout le monde, il suffisait d'être le cousin du roi. Tu étais vraiment nul à mourir parce que tu n'avais aucune compétence, mais tu avais des relations. Hein? Donc, il y a plusieurs de ces gens-là, Davout, Ney, Murat, qui ont fait la carrière et qui sont devenus les maréchaux. Un d'entre eux s'appelait Bernadotte. Bernadotte, très bon soldat, un bon général, Charles Bernadotte, un des bons maréchaux de Napoléon. Ce qui est intéressant, c'est que lui, contrairement aux autres, sa carrière ne va pas s'arrêter en 1815 avec la chute de l'Empire. Après, lui, il ne va pas rencontrer son Waterloo. Parce que à cette époque-là, il y a un royaume dans le nord de l'Europe qui s'appelle le royaume de Suède. Le roi Carl Gustave meurt sans héritier. Napoléon est à la tête de l'Empire. Hein. L'Europe est très, très dominée par les Français. Les Suédois se disent « Ouais, il faudrait se trouver quelqu'un pour mettre sur le trône de Suède. On va regarder du côté peut-être des Français, faire une alliance. » Et parmi la plupart des gens qui sont envisagés, il y a lui, Bernadotte, dont on trouve qu'il a bien de l'allure. Oui. Et qu'on envoie rencontrer en lui disant « On vous offre la couronne de Suède, monsieur le maréchal, si vous voulez bien l'accepter. » Et on dit que c'est dans le cadre de ces rencontres-là, avec les envoyés plénipotentiaires suédois, que lui, à qui on évoquait le pouvoir, l'autorité, comment faire fonctionner une société, a dit cette expression que pour gouverner un pays comme la France, il faut une main de fer dans un gant de velours. Et là, elle est passée à l'histoire. Donc, ça commençait là. Avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire vous êtes sirupeux, vous inondez les médias sociaux, la publicité disant que vous êtes gentil, mais dans le fond, vous êtes dur comme de l'acier. Bernadotte, d'ailleurs, il va faire souche, et encore aujourd'hui, ce matin, regardez, il y avait des compétitions olympiques. Et il y avait l'hymne national suédois. Ben, l'hymne national suédois a été composé pour Bernadotte, qui est l'ancêtre du roi actuel de la Suède. Ça fait un bon petit bout. Il est là depuis bientôt un peu plus de 200 ans. C'est la dynastie des Bernadotte. D'ailleurs, il a été un peu pas gentil à l'endroit de son maître Napoléon Bonaparte parce que il devient roi de Suède. Napoléon va envahir la Russie. On sait qu'il va
mais il va se retirer avec des millions de pertes. Et Bernadotte va être convaincu de se joindre à l'alliance des pays contre Napoléon. Et lors de la grande bataille des nations en 1814 à Leipzig, l'arrivée de Bernadotte et des Suédois va précipiter la chute et la défaite de Napoléon Bonaparte. Donc, Bernadotte, très, 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 très apprécié en Suède, un peu moins dans les cercles bonapartistes français. Pourrait-il être une tête de Turc? Oh my God! La tête de Turc, un bouc émissaire dans le fond. Ah ben oui, tête de Turc. Expression importante aussi. Oui. On l'utilise encore, tu sais, c'est des expressions. Tête de Turc, c'est quelqu'un sur lequel on aime taper. Hein? Oui, et voilà. Ben, ça remonte à la grande, grande, grande opposition entre les chrétiens et les musulmans. OK, là, on remonte à longtemps. Les croisades. Les croisades sont d'abord contre les Sarrasins, qui sont plus des Arabes. Les Turcs, c'est une tribu qui vient d'Europe centrale, qui s'en vient. C'est les successeurs des Huns. Hein? M. Trudeau aurait dit les Ostrogoths du temps. Donc, eux, ils vont arriver et ils vont tranquillement s'installer en Asie mineure, là où se trouve aujourd'hui la Turquie. Ils vont être les ennemis pendant longtemps de l'Empire byzantin. Constantinople d'un côté, les Turcs de l'autre. Bon, les Turcs vont prendre Constantinople en 1453. C'est la fin de l'Empire romain d'Orient, donc la fin des Romains. Et les Turcs sont considérés comme nos ennemis parce qu'ils sont envahisseurs. Ils arrivent, ils occupent la Turquie actuelle, ils vont occuper la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, ils vont faire un grand bout jusqu'en Hongrie, ils vont faire le siège de Vienne 2 fois, et la dernière fois, c'est quand même en 1683, c'est quand même... Donc, c'est l'ennemi, la tête de Turc. Donc, un Turc, c'est fondamentalement un ennemi, et on va en faire un peu l'objet sur lequel on aime taper. Par exemple, dans les fêtes foraines au 19e siècle. C'est drôle que je pensais à ça. Je me disais, tu sais, quand tu fais oui, c'est ça. Dans les fêtes foraines. Avec la grosse masse. Là, à l'époque où il y avait l'exposition provinciale à Québec, il y avait ça. Vous saviez, il y avait une grosse colonne avec une grosse cloche en haut, avec une masse, puis il y avait quelque chose sur lequel on tapait. C'était pas une tête de Turc, là, mais c'était un peu le successeur. On raconte qu'au 19e siècle, dans les fêtes foraines, ben, on mettait souvent une tête de Turc parce que on les caricature. Tu sais, dans Molière, par exemple, dans Scapin, là, que diable allait-il faire sur cette galère? C'est tout le temps les Turcs. Hein? Les Turcs, c'est vraiment... C'est le newfie de l'époque, pas seulement l'expression. On voit l'expression. Puis donc, en termes réels, ben souvent dans les fêtes foraines, sur ces grosses colonnes où on tapait, plutôt que de mettre un coussin en velours, on mettait une espèce de tête qui ressemblait à un turc à cause du turban. Hein? Ça fait comme une espèce de grosse boule. Puis quand vous tapez dessus, ça fait ding! Vous gagnez un beau toutou. 4,30 sous pour un gros toutou. Un gros toutou, 30 sous. Par ici, la petite madame. Il ne faut pas ménager la chèvre et le chou. Ah ouais, ben ça, parlant de turc et de dents. Ouais. Mais ménager la chèvre et le chou, ben ça veut dire c'est quasiment impossible. Hein? C'est difficile. On ménage, on marche. C'est contradictoire dans le fond. Exactement. On marche sur un fil de fer, hein? Sur la lame du tranchant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de littéral? Y a-tu le côté une chèvre et un chou? Ben oui, parce que regardez, pensez un peu là. Mettez, on est ici dans un petit studio. Oui. On invite une chèvre d'un côté, puis on met un chou de l'autre côté. Ben, il y a 100% des chances que si on ne s'interpose pas, la chèvre elle va sauter sur le chou, elle va le manger. Donc, ménager la chèvre et le chou, c'est de faire en sorte que la chèvre ne mange pas le chou. L'inverse, c'est impossible. Le chou ne mangera jamais la chèvre. Donc, dans la plupart des situations, elle est plus conflictuelle. Quand les gouvernements, regardez actuellement à Ottawa, là, il y a une espèce de on ménage la chèvre et le chou, l'opinion publique contre les camionneurs. Les intérêts opposés, c'est difficile. C'est ça, donc, on ménage, c'est vraiment dire dans un espace où normalement, la normalité, ce serait que l'un bouffe l'autre. Oui. Ben là, on essaie d'être un peu sinueux entre les yeux. Donc, la chèvre et le chou. Est-ce qu'on le fait à la bonne franquette? Ah, ben oui. Ben oui, à la bonne franquette. Hein? C'est beau quand même. De façon simple, dans le fond, à la bonne franquette, ça me sonne simpliste ou ordinaire. Regardez, naturel. Il y a des amis qui passent à la maison. Ben, à compter de bientôt maintenant, il t'avait d'avoir des amis qui vont peut-être passer à la maison. Encore. Peut-être plus. On fait un petit repas à la bonne franquette. Exactement. Il n'y a rien. Bon, j'ai du pain, on a des viandes, j'amène des fromages, un peu de pain. C'est réglé. À bonne franquette. L'expression. Ben, l'expression, à la bonne. Pourquoi franquette? C'est le mot franquette qui est important. Ouais, c'est un dérivé d'autres mots avant? Exactement. C'est un mot qui remonte à nos ancêtres. Vous savez, on disait dans le temps de nos ancêtres les Gaulois, mais après les Gaulois, il y a eu les Francs. Hein? Les Francs.
qui était une tribu germanique. C'est des gens qui étaient des barbares, finalement. Donc, ils ont envahi, eux autres, la France avec Charles Martel, Charlemagne, compagnie des Francs vont s'installer. Et il y a une région où la présence des Francs va être plus marquée, c'est le nord de la France. Donc, quand on parle des Francs bourgeois, ça part-tu sa même étymologie? C'est le terme franc. Un dérivé, Franc Fortuné. C'est ça, les Francs, parce que les Francs, ils sont francs de port, hein, ils ne sont pas assujettis à l'autorité romaine ou à l'autorité gallo-romaine, donc ce sont des indépendants, ils sont francs. Okay. Mais dans ce sens-ci, ça fait référence à une région qu'on appelle la Franquie, correspond à peu près le pays de Picardie, la Normandie. C'est une province de France. Là, mettez-vous dans les Français. On ne vit qu'à Paris, ailleurs on végète. Hein? C'était le dicton d'un de mes anciens professeurs. Je le trouvais un peu prétentieux, d'autant plus qu'il venait de Saint-Georges-de-Beauce. Quand même, oui. Hein? Et qui avait pris l'accent là-bas, ou qui avait perdu l'accent Saint-Georges. Quand il était jeune, il parlait comme Éliott Grondin, puis il est revenu, puis il parlait comme Bernard Pivot. Et donc, les Francs, le nord de la France, on y mange, bien, mais sans apparat. Okay. On y fait, un pain, une soupe, on mange à la franquette. Hein. Franquette, comme les Francs. La franquette, c'est comme les Francs du nord de la Franquie, donc les gens de la France. Et par opposition, les gens de Paris vont développer la manière de servir à la française. Ah, ça, monsieur, c'est quelque chose. Là, on met les petites assiettes dans les grandes assiettes, les petits couverts dans les grands couverts, la petite cuillère, la grande. Moi, je me souviens d'être allé à un banquet qui avait été donné pour M. Chirac, qui était venu à Québec fonder l'Organisation des villes du patrimoine mondial avec M. Pelletier au Château Frontenac. Et là, c'était un repas à la française. Et non à la franquette. Là. Non, c'était pas la bonne franquette. Pas du tout. Là. Pas en tout, comme on dit. Il y avait à peu près 43 couteaux, 17 verres, 14... Ça prenait un cours pour savoir qu'est-ce qu'on prenait comme ustensile en premier? Non, ça prenait un peu d'attention à regarder ce que le chef de cabinet du président de la République, qui était assis en face de moi, il commençait par où? Là? OK. Donc, et là, j'ai compris assez bien que le service à la française, vous partez de l'extérieur et vous emmenez. C'est-à-dire que vous avez la petite fourchette pour l'huître, l'autre petite fourchette pour l'entrée, la moyenne fourchette, puis finalement, à la fin, il ne te reste plus grand-chose. Mais c'est ça. Donc, à la française, à la bonne franquette, à la franquette. Donc, si vous mangez à la franquette, c'est vous et moi et quelques amis. J'espère qu'on ne nous dira pas qu'on est un peu fou, mais ça serait pas ça un peu avoir une araignée au plafond? Oui, ça, c'est une expression qui est moins utilisée ici. Bon, on l'entend moins. On l'entend moins. Probablement à cause de notre influence cléricale. Hein? On dit que c'est une expression qui prend ses origines dans une pratique de l'époque à Paris, qu'on appelait le proxénétisme, la péripatéticienne, la maison close. C'est une expression ce que Pigalle représente un peu, là. Un peu, oui. À l'époque, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle, hein, c'est un peu ça. Donc, les maisons de passe, les prostituées qui parlaient, c'était des appartements un peu miteux, moches. Hein? Et il y avait parfois des araignées qui étaient au plafond. Donc, et par déformation, les filles de joie, pour qui la vie n'est pas toujours si joyeuse que ça quand même, l'expression, c'est j'ai une araignée dans le plafond, je suis un petit peu sauté. C'est-à-dire que j'ai comme ou j'ai un client qui est un peu sauté. Okay. Alors, Albert, il a des araignées dans le plafond. C'est-à-dire qu'il était un peu... un peu dingue. Débile un petit peu. C'est un peu fou. Donc, avoir une araignée dans le plafond, c'est être un peu fou. C'est avoir il n'est pas méchant, mais il est pas mal fou. Est-ce que c'est... quand on dit ce n'est pas une sinécure, c'est pas une sinécure. C'est pas une sinécure. Est-ce qu'on l'utilise bien? D'où ça vient, dans le fond? Si on entre dans dans notre héritage des latins. Hein? Sinécura. OK, c'est du latin, ça vient du latin. Oui. Ça s'applique au départ. Une sinécure, c'était un prêtre, un clerc de l'Église qui avait une charge, mais sans obligation. Donc, je suis là, on me nomme abbé d'une abbaye qui est payante, parce qu'il y a plein de choses, mais je n'ai pas rien à faire. Donc, j'ai une sinécure, un bénéfice sans avoir d'obligation. OK. Par déformation, puis en voyant bien comment ces frères Toc-là prenaient de l'embonpoint, ne travaillaient pas fort, on a dit, il a une sinécure, donc il a un travail facile. Hein? Une job, une bonne position. Mais c'est ça, il y a peut-être quelques employés de l'État qui bénéficient de sinécure, qui sait.
Et c'est un mot qui est intéressant dans ce sens-là et qui peut être intéressant dans son antinomie. Donc, il y a un double sens. Une sinécure, c'est de rien foutre. Et lorsqu'on dit ce n'est pas une sinécure, ça veut dire il fait chaud à choc. C'est pas une sinécure, c'est de l'ouvrage, c'est dur. Ce travail-là, là, moi, je pose des C'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. C'est pas une sinécure que de poser de l'asphalte quand il fait 40 degrés ou de monter des bardeaux d'ardoise ou des bardeaux de toiture pendant l'été. Il y a avoir une sinécure, donc poigner le beigne. Et c'est pas une signature, là. Tu travailles. Pogner le beigne, on l'a pas trouvé dans notre recherche, là, mais je pense que nos auditeurs vont comprendre un peu ce que c'est. Ce que ça veut dire. Alors, il doit y avoir un lien entre la forme, le beigne, on connaît la forme du beigne. Bon, quand vous avez des hémorroïdes, vous avez souvent, on vous dit, ben, prenez donc un coussin en forme de beigne. Donc, si pognez le beigne, il doit y avoir un lien entre... L'expression « jamais 203 », on l'utilise souvent. Ouais. C'est pas l'émission « Jamais 203 » qui avait été très qui était populaire. une déformation oui, de « Jamais 203 ». Ben là, je vous amène à... Connaissez Ken Follett, le type qui a écrit un roman qui s'appelle « Les piliers de la Terre, les constructeurs de cathédrales ». C'est assez bon, c'est une super belle série, les romans. Ils ont fait une assez bonne série aussi à la télé. Donc, « Jamais 203 ». Fait référence à l'époque des constructeurs de cathédrales. Okay. L'expression disait si c'est tierce, c'est droit. 3, droit. Parce qu'évidemment, à l'époque, on n'a pas les mesures, on n'a pas le laser pour mesurer, etc. Donc, on doit s'y reprendre à 3 fois pour être certain que la mesure que l'on prenne soit correcte. On le fait une fois, la deuxième fois, on valide, mais là, on valide finale la troisième. Tierce fois, c'est droit. Donc, jamais 2 sans 3. Voilà l'expression. OK. Dans les bras de Morphée. Alors, on monte vraiment. Alors, on était avec les Égyptiens tantôt, qui se touchaient du bois. Là, Morphée, on est dans la mythologie. La mythologie ancienne, chez les Grecs, chez les Morphée, c'est un demi-dieu, c'est comment dire? Les rêves et les songes? Exactement. Okay. Il a donné d'ailleurs son nom à la morphine. La morphine. OK, ça vient de là. Oui, Morphée, c'est vraiment ça. C'est un dieu des songes et il endort les gens. Donc, tomber dans les draps de Morphée, c'est vraiment tomber endormi. On ne souhaite pas que les gens pensent ça de nous aujourd'hui dans le podcast qui ne tombe pas dans les bras de Morphée. Oui. Sinon, on passe du coq à l'âne. Ah oui. Là, on est un petit peu sur les jeux de mots un peu, comment dire, olé-olé de l'époque. OK. L'humour de l'époque. Oui, un humour un petit peu gaillard. Un peu gaillard, c'est ça. Passer du coq à l'âne. C'est parce que dans cette expression-là, qui est une expression ancienne, passer du coq à l'âne n'est pas un âne. Non, ça va bien. C'est quand même drôle, parce qu'à l'époque, le cousin du coq s'appelle le canard. Et le coq, lui, il est marié avec la poule. Et à l'époque, la canne, on ne l'appelle pas la canne, on l'appelle l'âne. Donc, l'âne... On connaît, nous, comme une canne. Nous, on connaît c'est comme un âne. Canne, là-bas, c'est l'âne, L'-A-N-E, avec un accent circonflexe. La différence, c'est peut-être le circonflexe. Donc, l'âne, c'est la femelle du canard, comme la poule, et la femelle du coq. Et on raconte que quelqu'un... vous savez, l'expression, en gros, passer du coq à l'âne, c'est-à-dire un peu se promener n'importe où, n'importe quoi. Pas un sujet à l'autre, pas de tension, bing bang. Des fois, pas nécessairement avoir de lien. Nous, ici, c'est organisé. On n'est pas du coq à l'âne, malgré que parfois, on promène d'un sujet à l'autre. Donc, on raconte qu'il y a un coq qui, à l'époque, a confondu l'âne pour la canne. Et il a honoré de sa présence le coq. Et donc, l'expression passer du coq à l'âne, c'est du coq à la canne, plutôt que de faire du coq à la poule ou du canard à la canne. Donc, il y a une espèce de confusion des genres. Et on a l'expression qui est un petit peu vulgaire quand même au départ, finalement... Devenu plus populaire. C'est moins pire que... Ouais, c'est ça. On l'a un peu, civilisé. On n'a pas dit du coq à la canne. On a dit, du coq à l'âne. Malgré qu'on imagine un peu que le coq et l'âne, la relation doit être un peu particulière. Et si on a d'autres chats à fouetter, est-ce qu'il y a des chats parce qu'on les fouette? Oui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oui, même chose. On a d'autres chats à fouetter. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, c'est vrai que c'est semblable. Ça, c'est vraiment très, très répandu. C'est une expression qui est utilisée partout. Le chat... Comment dire? Ça veut dire que dans plusieurs langues, peut-être plusieurs pays. Je vais aller en Allemagne, je vais aller... OK, je comprends. Probablement parce que le chat, dans les croyances populaires,
très populaire. Il est à la fois mystérieux, menaçant, dangereux. Vous savez, les sorcières, on les voit toujours avec un chat noir. Hein? Un chat noir. Donc, fouetter un chat... Les yeux qui brillent dans le noir. Exactement, c'est dans le noir. C'est moins affectueux. On pense que c'est un peu plus sournois. Donc, fouetter un chat, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc, fouetter le chat, c'était un châtiment qu'on lui infligeait. Pas de quoi fouetter un chat, c'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine de s'en occuper. C'est pas si pire que ça. Pas si grave. Non, OK, non. ça a bien du sens. Mystère et boule de gomme, M. Anger. Ça, mon Dieu. Là, c'est vraiment un mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Bon, l'expression n'est pas si vieille. Hein? On pense à peu près un siècle et Ça fait émission d'enfant un peu. Oui, bien. Mystère et boule de gomme. Oui, ciel d'Afrique et pâte de gazelle. Ça fait vraiment ça. Le mystère et la boule. Mystère, boule, spontanément, vous pensez à quoi? Peut-être? Astrologie? Diseuse de Bonaventure. Oui, c'est ça, la boule. Je vois dans ma boule de... La boule, là, comment elle s'appelait? Donc, Madame Bellé, Henriette Bellé, là, qui était... Madame Minou? Madame Bellé, oui. Ben oui, vous savez, Madame Bellé qui était celle qui arrivait dans tous les costumes. Et, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Palais de Montcalm a baptisé une de ses petites salles chez Madame Bellé, qui était l'extravagance faite femme à Québec. Bon, elle était cartomancienne, tireuse de lire dans les feuilles de thé et dans la boule de cristal. Mystère et boule de gomme, c'est parce que le mystère que l'on lisait dans la boule de cristal, je ne sais pas ce qu'on y lisait, mais il y avait quelque chose de logique. Mais si on veut voir le mystère dans la boule de gomme, là, il y a un problème. La boule est épaisse un peu trop? Ça se voit. C'est-tu vraiment ça? En plein ça. Les enfants, la boule de gomme, c'est vraiment une interjection enfantine. Ils voient une boule dans un film, ils disent « Ah, c'est comme ma boule de gomme. » La gomme, le chewing-gum, avant d'être en tablette, il se vendait en boule. Et d'ailleurs... je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, on appelait ça des boules à Saint-Saëns. C'est une espèce de grosse boule de gomme qui était noire, puis là, plus on la suçait, plus elle changeait de couleur. De couleur. C'est probablement pas. Moi, j'ai connu ça jeune, c'est des petites boules noires qu'on achetait qui n'étaient pas chères. Mais il y en avait des plus grosses. Mais il y avait les gommes, mettons, les chewing-gums. Ouais. Soit il y avait la rose ou au raisin, mais c'était des bâtonnets très longs. Ils n'étaient pas coupés, tu comprends? Exactement. Okay, c'est un peu la même chose. Oui, mais c'était une boule qui était, je vous dirais, peut-être la grosseur un peu plus petite qu'une boule de golf. OK. Dans le golf. Absolument. Et ça, on mettait ça. Donc, la boule, chez l'enfant, la boule qui modifie ses couleurs, c'est un peu mystérieux, mystère et boule de gomme. Donc, c'est quelque chose... ça n'a rien à voir ni avec les pharaons, ni avec la mythologie, mais c'est mignon. C'est pas toujours bon d'être trop méticuleux ou détaillé à l'excès. On dirait à ce moment-là qu'on coupe les cheveux en quatre. Ouais, ça, l'expression, elle dit vraiment ce que c'est. Hein? Okay. C'est assez difficile. C'est un cheveu, c'est pas les cheveux. Exactement. Prendre un cheveu, le couper en quatre avec une paire de ciseaux, c'est un peu compliqué. Ça explique que c'est la minutie dans l'excès. L'excès de minutie. Exactement. Couper en quatre. Aujourd'hui, ça se ferait avec des lasers, mais à l'époque où l'expression est apparue... Ça voulait dire, regarde, calme-toi, là, c'est trop. Là. C'est mission impossible. OK. Arrête de couper les cheveux en quatre. Là. Et le jeu n'en va pas la chandelle. Ah, ça, c'est intéressant. Le jeu n'en va pas la chandelle. Ouais, okay. Je l'aime beaucoup, ça. Ben, vas-y, conte-nous ça. Là, on remonte à peu près à l'époque de Molière, Corneille, Molière. Okay. On remonte au 17e, 18e siècle, à peu près. À l'époque, dans les théâtres, bien évidemment, il n'y a pas d'électricité. Hein. Il n'y a pas de... on est encore à chandelle? Non, puis il n'y a pas d'huile. On fonctionne à la chandelle. Les chandelles coûtent très cher à l'époque. Oh, OK. Il faut les importer parce qu'il y a 3 types de chandelles. Donc, il y a la chandelle de base qui est du suif. Ça pue, ça sent pas bon. Ensuite, il y a aussi une espèce d'éclairage qui est fait avec du gras de baleine, de l'huile de baleine. OK. C'est un peu mieux, mais c'est avec la polyarde. Puis, finalement, il y a le cierge, la chandelle, qui est fait habituellement avec de la cire d'abeille. Dans les églises, ça doit être celle-là qu'ils ont. C'est vraiment dans les églises, les palais, etc. Dans la maison... Chez le notaire, ils l'ont probablement. Exactement. Dans la maison que Pignon sur rue, il y a probablement plus ça que de l'huile de baleine. Mais c'est cher et on doit éclairer le théâtre avec ces cierges-là, ces chandelles-là. Donc, l'idée que l'on a, et l'expression dit, j'écris une pièce. Oui. Hein? Et les pièces sont intéressantes parce qu'à cette époque-là, les pièces ne durent pas beaucoup plus qu'une heure parce que c'est la durée de vie de la chandelle. Wow! OK. Hein, on l'allume au début de la représentation, puis elle va couler, puis quand il y en a plus, c'est fini, merci. Et l'expression de dire le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est une pièce qui n'est pas si bonne que ça, à tel point que ça ne vaut pas la peine de gaspiller bien de l'argent pour acheter des chandelles parce qu'on va les faire brûler pour rien. Donc, c'est ça, c'est l'expression. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, lié au théâtre. Le jeu, on joue au théâtre.
La chandelle, elle éclaire le théâtre. Et la durée de la combustion de la chandelle détermine si la pièce vaut ou pas la peine d'être jouée. J'en ai parlé au début, faire du lèche-vitrine. Je ne sais pas si ce que moi j'ai entendu de mon beau-père, c'est la seule. Bon ça a du sens? Ça a bien de du lèche-vitrine. Du verbe lécher, là. Okay. Licher, comme on dit. Mais je trouve que l'expression, elle est superbe lorsqu'on fait la référence à la melasse dans laquelle on mettait le verre pour pas qu'il éclate. Et que les enfants du coin allaient se régaler. Se pourlécher en léchant. Hein? Ça devait être... Non, on l'imagine, on le voit. Hein? Ben, on voit tous les petits gamins, les petits gavroches, la gang y aller. Absolument. Ben, Québec, 19e siècle. Il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler ou tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ça, là, on remonte encore il y a très, très longtemps. Là. On Okay. remonte à l'Ancien Testament. Mm-hmm. Un roi de Judée, là, un des grands rois, le roi Salomon, hein? Okay. Dont la sagesse du roi Salomon, le jugement du roi Salomon, ben, il avait écrit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Réfléchir, donc. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Je vous dirais qu'à l'époque des médias sociaux, du n'importe quoi, de Joe Spatule 44 qui dit n'importe quoi. Ce serait pas fou? Ça serait peut-être pas bête. De le ramener? Mettons au moins 2 fois. C'est vrai. Donc, Salomon. Deux fois on accepte. D'ailleurs, vous connaissez le célèbre jugement de Salomon, non? Ça vous dit quelque chose? Il y a un qui est très reconnu, c'est que le roi Salomon à Jérusalem, dans son palais, il accueille les gens et il est le juge suprême. Donc, il y a une femme qui se présente devant lui en disant « Ma voisine m'a volé mon enfant. Elle a kidnappé mon enfant. » Quand on le dit kidnapper, il vient de kid, un enfant. Et l'autre femme se présente avec l'enfant, dit non, c'est mon enfant, c'est pas le sien. Fait que le roi Salomon, dans sa sagesse, a dit vous êtes les deux, il y a une irréductible contradiction. Prenez l'enfant, vous, mon garde, coupez-le en deux et donnez-en la moitié à chacune. La femme éplorée qui a porté la plainte lui dit « Ah, sire, non, qu'elle le garde, je ne veux pas que mon enfant meure. » Et là, Salomon, dans toute sa sagesse, lui a dit « Ah, voyez-vous, le cœur de la mère a parlé et c'est à elle l'enfant. » Qu'on lui donne l'enfant et qu'on exécute la mécréante. Un jugement à la Salomon. À la Salomon. Ouais. Ah, on n'est pas trop... On the spot quand même. On n'est pas trop gros gens comme devant. OK. Donc, le plancher des vaches. Ben là, moi, vous savez, j'ai beaucoup aimé la navigation dans ma vie. Hein? Donc, les bateaux. Ça relève plus des bateaux? Un peu. OK. On est sur le plancher des vaches, ça veut dire qu'on est sur la terre ferme. OK. On est pas... Oui, c'est ce qu'on dit. Exactement. Le plancher des vaches. Je suis content. Là. On a fait une traversée difficile. Je suis rentré sur le plancher des vaches. Ben, sur les bateaux aussi, il y a un plancher. Hein. Vous avez les bateaux en bois anciens, il y a un plancher. Mais à l'époque, on ne transporte pas d'animaux. À peu près pas. Donc l'idée d'avoir... Il y a autant de chances de rencontrer une vache sur le plancher d'un bateau qu'il y en a de rencontrer l'archange Saint-Michel en grimpant dans la mâture. Okay. Donc, le plancher des vaches, par allusion, c'est l'endroit où les vaches quand tu es rendu sur terre ferme, dans le fond. Quand tu es sur la terre ferme et que tu n'es pas sur un navire. Donc, c'est les matelots qui disaient... Quand tu arrives au plancher des vaches, je suis débarqué du bateau. J'arrive, j'ai hâte de... Exactement. Comme les gens faisaient à Québec au 19e siècle, 1840, Québec est la grande capitale mondiale du bois. Donc, tous les printemps, il y a des centaines de bateaux qui arrivent, des grands navires de bois, qui viennent chercher le bois qui était abattu dans les forêts de l'Outaouais, qui était descendu par les cageux, et ils arrivent sur le plancher des vaches. Donc, ces gens-là vont se répandre comme la vermine dans la capitale et ensemencer tout ce qui bouge. C'est un peu fou. Hein? À l'époque, oui? Quand les marins débarquaient sur le plancher des vaches, 3 mois et demi, il y avait une solde assez bien payée, et Québec était une ville qui était un peu olé. Olé. Il y avait des gens en bord de mer, donc tout le... Il y avait plein de ces marins-là qui avaient des araignées au plafond. OK. Alors, qui d'ordine? D'où vient l'expression, monsieur... ma foi. il doit y avoir plusieurs... il y a plusieurs, mais celle qui est intéressante, c'est... elle fait référence à l'époque médiévale. Les premiers voyages, les gens se déplacent. Hein? Oui. Puis même ici, là, en Nouvelle-France, entre Québec et Montréal, on a le chemin du roi. Et à peu près à tous les 7-8 000, il y a une auberge. Hein? On revient nos auberges, c'est le fun. On n'en sort pas. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est le cas de le dire. Mais là, c'est les vraies auberges. Donc, à l'époque,
dans les auberges, bon, c'était pas chic, hein. C'était une chambre, un tas de paille dans un coin. Donc, l'aubergiste, ben, lui, il fait son argent un petit peu en faisant payer le gîte, mais surtout en alimentant. Donc, l'auberge... Donc, si tu veux dormir... Qui dort, dîne. C'est dans ce sens-là. C'est okay. dans ce sens-là. Si tu veux dormir, il faut que tu manges. Exactement. Ça y prenait ça. Okay, ça vient, c'est un tout inclus. C'est l'inventeur du Club Med avant le temps. Donc, qui dort, dîne. C'est-à-dire que si tu veux dormir chez nous, il faut que tu dînes. Donc, en dînant, ben là, tu vas dépenser davantage chez moi. Donc, qui dort, dîne. Ça s'est un peu transformé à travers le temps. Aujourd'hui, on dit, ben, qui dort, dîne, si tu dors, tu n'as pas faim. Hein? Tu passes tout droit, mais l'expression vient de là. Il y a une autre expression qu'on utilise de deux façons. Je ne sais pas si elle se lit. Sabrer le champagne et sabler le champagne. Ouais. Sabrer, sabler, sabrer. Ouais. Sabrer est de l'expression la plus connue. Oui, elle fait sabler ou les deux existent. Les deux, okay. Mais je pense que celle que les gens reconnaissent le plus, c'est sabrer le champagne. Parce avec un sabre? On a toujours vu ça. C'est-à-dire qu'il y avait une méthode à l'époque. Les hussards polonais de Napoléon étaient assez bons là-dedans. Sabrer le champagne, donc avec un sabre, avec un gros couteau. Hein. On a tous vu ça. D'ailleurs, il y a une mode qui est revenue récemment où on donne ça. Quand tu sais plus à quoi donner en cadeau à ton frère ou à ton oncle. Pour sabrer le champagne. Bon, oui. Tout le monde s'essaye puis casse des bouteilles. Exactement. Mais moi, ce que j'ai vu de mieux, il y a une série télévisée actuellement qui s'appelle Émilie à Paris, qui est assez bien faite. D'ailleurs, la jeune fille, c'est la fille... Phil Collins, c'est ça? C'est la fille de Phil Collins, Émilie. La jeune Émilie. Et il y a un épisode où il y a un noble français qui veut épater des producteurs d'une publicité américaine en sabrant le champagne. Le problème, c'est qu'après 3-4 coups ratés, il s'est sabré le pouce. Oui, ça peut. OK, donc sabrer, c'était une manière les hussards sabraient le champagne. Sabler le champagne, c'est parce que c'est différent, c'est pas ouvrir la bouteille. Sabler le champagne, c'est de le verser délicatement. Je sable le champagne et ça fait allusion à l'époque des ouvriers de la métallurgie. Ah! Lorsqu'à l'époque, on fondait des métaux. On les plaçait dans un moule de sable fin. Donc, on le versait délicatement, bien à propos, délicatement. Donc, je sable le champagne. Hein. C'est un peu comme vous pouvez sabler une bière en la décantant tranquillement. Tranquillement. Ou faire comme si je verse tranquillement un liquide, ça va être sablé. Le sable. Je sable ma bière. Parce qu'à l'époque, le moule était dans un sable doux, un sable fin. Il y a Belle Lurette, donc ça se passe il y a très longtemps. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne Quelle est Lurette? Lurette, est-ce que c'est une fille? Oui. C'était la cousine de Fleurette, c'est ça. Hein? Puis Fleurette, Pierrette et Lurette. On imagine que c'est un mot qui a évolué, c'est ça? Oui. C'est une déformation de une heure. L'heure. Il est 8h24. Oui. Urette, c'est une petite heure. C'est une petite heure. Une petite heure. Ouais, la lurette est une déformation de urette qui voulait dire une petite heure. C'est une période de comme temps. Une heurette. Une heurette, mais lurette. Donc, déformation à la longue. Et souvent, dans ces expressions populaires-là, on l'a vu tantôt, le coq à l'âne, qui l'âne n'est plus une âne, mais une ânesse, mais qui est une... D'ailleurs, une ânesse, ça ne peut pas dire une âne, enfin. Mais étant comme un petit diminutif, tu sais. Oui. Une midinette, par exemple, les jeunes filles. Petite. Exact. C'est comme c'est une petite. Une heurette. C'est urette, là, je comprends. C'est ça. Ça fait des lustres. Ça fait longtemps. Quand on dit ça fait des lustres, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça a déjà été à l'époque une mesure de temps. Le lustre. Le lustre, OK. C'était pas, à l'époque, il y avait deux sens. Il y avait évidemment le lustre avec les chandelles qui en valaient la chandelle parce qu'on les suspendait pour le souper avec les amis. Et il y avait le lustre qui est une période de 5 années. 5 années. Il y a des lustres. Donc, le lustre, c'est plus long. Au 17e siècle, ça vaut 5 ans. C'est assez long à l'époque parce que, vous savez, l'espérance de vie au 17e siècle, 38, 40, vous êtes chanceux. Fait que, il y a des lustres que je l'ai vus. Ça veut dire plusieurs fois 5 ans. Donc, ça veut dire il y a une éternité. Il y a très longtemps. Très longtemps. C'est jadis. Hein? Gilles, il y a des lustres qu'on s'est vus, malgré que nous... on réussit à se voir une couple de fois. C'est malgré la pandémie, on réussit, on s'en peut plus. Mais on veut pas ronger son frein. Ah non. Est-ce qu'on mange du métal? J'ai hâte de voir l'historien. On est loin de ça? Non, on ronge notre frein. C'est parce qu'un frein, ça n'a rien à voir avec un break. Hein?
J'imaginais. Ronger son frein, ça remonte à l'époque de... il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Il y a 75 ans, il y avait encore bien du trafic qui se faisait avec les chevaux. Hein? Ah, c'est les chevaux, OK. Ouais. Et quand vous avez un cheval, passé, il y en a de moins en moins des calèches. J'en ai vu une aujourd'hui en venant, j'étais très content. Je me disais, tiens, il reste une calèche à Québec. Lorsque vous passez près du Château Frontenac, on les voit, là, qui sont à l'Abreuvoir, et regardez comment le harnais est installé. Hein, vous savez, il y a des rênes, il y a un attelage, des structures, des sangles un peu partout. Et il y a un truc dans la bouche, hein, une pièce de métal. Dans la gueule Dans la gueule du cheval qui tient un peu le harnachement. Et ça s'appelle un frein. Le frein. Oh, OK. Le mot de, si vous êtes un spécialiste en cuir qui a harnaché les chevaux, vous savez ce que c'est qu'un frein. C'est la pièce qui se trouve dans la gueule du cheval pour tenir le harnais, après lequel sont attachées les rênes qui vont nous permettre de diriger le cheval. Donc, ronger son frein, lorsqu'on connaît le sens de frein, on se dit, mais là, on comprend bien. Le cheval qui était impatient, peut-être? Le cheval qui est là, attaché, qui attend son maître son frein en attendant, il ronge son frein. Mâcher du métal. C'est un peu ça, parce que là, vous mâchez du métal lorsque vous rongez votre frein. Si on s'entend comme larron en foire. Ah, oui. Un larron, on sait ce que c'est. Il y avait Jésus-Christ, on en parlait tantôt de Jésus-Christ. Donc, des voleurs, dans le fond? Le bon larron, le mauvais larron, des créants, des voleurs, des bandits, des tireurs, enfin bref, tout ce qui est aux confins de la loi, les gens qui vivent dans la périphérie, s'entendent comme larron en foire. C'est le mot foire qu'il faut voir, c'est une foire au village? Exactement. Ben là, il faut se souvenir de nos classiques, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, le roi des voleurs, le roi des larrons à Paris, à l'époque, il y a des foires. Hein? La foire, c'est un endroit où on fait la fête, où on fait du trafic, du commerce, où tous les gens qui essaient de voler une bourse, les coupes-gorges, ça se ramasse là. Donc, quand on dit on s'entend comme larron en foire, c'est comme tous les larrons qui arrivent de partout à l'occasion de la grande foire commerciale. Vous savez, quand il y avait une grande foire commerciale dans une ville, les larrons, ils venaient de partout. Ils étaient embarqués avec les commerçants. Ils se faisaient passer pour un gars honnête, puis essayaient de détrousser qui ils pouvaient. Donc, s'entendre comme des larrons en foire. Des larrons étant de mèche dans ce cas-là. Exactement. On est de mèche entre nous, on essaie d'aller chercher on fait un peu de pickpocket, on fait un petit peu de chantage, on essaie de vendre trop cher des produits qui ont été, transformés, faisant en sorte que l'or est un peu coupé. C'est des larrons. Okay. Et les larrons, ils se rejoignent dans les foires. Ça m'arrive de te mettre sur un piédestal en parlant de ton talent. Mais qu'est-ce que c'est? D'où vient cette expression, Denis? Bien, c'est essentiellement un piédestal. C'est comme une statue. Hein? C'est la base de la statue. Lorsque vous regardez la statue de Champlain devant le Château Frontenac, elle est grimpée sur un piédestal. Donc, c'est pas le pied de Mme Estal. Non. Comme il y avait quoi donc chez les... Non, mais des fois, ça arrive que c'est littéral. Le roi d'Estal. Il y avait, chez les Romains, il y avait les Vestales, qui étaient les filles vierges qui étaient au service de la déesse Minerve. Non, c'est un mot italien. Piedestalo. Pied, la base. Puis ça doit ressembler. Tu sais, l'italien, on a les mêmes racines. Un pied, on connaît ça. Une stalle, piedestalo, donc une espèce de stalle grimpée sur un pied. Un piédestal, c'est ça. C'est là-dessus qu'on installait les statues. Donc, des fois, vous avez un beau gros piédestal. Celui de Champlain est assez bien. Celui de ce pauvre de Gaulle, pas loin, est un peu modeste. Donc, le piédestal est un peu variable. Mais mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est-à-dire, je l'admire assez que je vais lui ériger une statue. Si on revient à nos larrons tantôt, s'ils se font prendre par la police, ils vont, avant de se faire prendre, vont prendre la poudre d'escampette. Oh my God, ça c'est bon. Une escampette, c'est comme une plante, un produit. Le piment d'Espelette? C'est le cousin. Non, pas du tout. Pas du tout, zéro? OK, parfait. Pas du tout. C'est encore un mot de vieille François. Passez-moi l'expression. Français qui évolue? Vieux français, le français d'autrefois. Hein? Escamper, ça vient de décamper. Décamper. Donc, je décampe. Hein? Et là, on comprend mieux. Je prends la poudre de décampette, là, c'est parce que tu passes vite. Tu sauves, hein? Tu décampes rapidement. Donc, escampette, c'est un mot qui date du 17e siècle. Donc, il n'est plus utilisé, sauf dans cette expression-là, qui veut dire tu t'enfuis. S'escamper, là, c'est s'enfuir et sans honneur. Donc, si tu es sur un champ de bataille et tu prends la poudre d'escampette,
Tu es un chicken. OK. Si t'es un bout en train, est-ce que tu travailles chez Via Rail ou ça n'a rien... Probablement que tu vas me dire que ça n'a rien à voir, là. Non, pas c'est parce qu'à l'époque, au 17e siècle, Via Rail n'existait pas encore. J'en doutais. La locomotive à vapeur, ça date de 1820 à peu près, les premiers. Bon, le boot. Le booter, c'est un vieux mot encore, c'est booter, c'est faire quelque chose. Okay. Un boute-feu, par exemple, lorsque vous avez une équipe de canonniers, c'est celui qui arrive avec la mèche enflammée pour mettre dans le canon et faire le boom. Donc, booter. En train, ça n'a rien à voir. C'est bout en train, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est toujours en train parce que en train, j'étais en forme. Donc, je pousse le gars qui est en forme. Donc, je suis le bout en train. Je suis quelqu'un qui est sympathique. C'est encore une expression où le sens des mots d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le sens des mots d'hier. Le bouteux, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui boute. Quelqu'un qui est en train, c'est quelqu'un qui est joyeux. Donc, je fais quelque chose de joyeux. Je suis un bout en train. Un bout en train. Exactement. C'était au pied du mur. Ah, ma foi. Ça, on voit bien l'expression, hein? Oui. C'est un mur, t'es pogné là? Ben, c'est ça. On t'est accumulé au pied du mur, comme on disait, ou acculé au pied du mur. Oui, c'est une vieille expression, ça, qui... comme disait le philosophe chinois, c'est au pied du mur que tu vois le mieux le mur, hein, et tu y es confronté. Et ça vient de là, c'est ça? C'est vraiment... On te retranche devant le mur. Essentiellement, vous êtes poursuivi par une meute de chiens enragés, vous arrivez frappé sur un mur aveugle, vous êtes pris... Ça veut dire, vous êtes au pied du mur, tu n'as pas le choix que d'affronter ta réalité. Je suis vraiment... Puis on dit acculé au pied du mur. Ça, c'est encore pire, parce que vous avez le dos à côté. Tu ne peux plus rien faire. Au pied du mur. Bonsoir, bonne chance. C'est mieux que d'être accumulé au pied du mur. Absolument. C'était de mèche, être de mèche. J'imagine, tu vas me dire, c'est pas mèche comme la mèche pour qui allume... le briquet ou la lampe ou la chandelle qui n'en vaut pas le jeu. Non, la mèche, c'est un mot qui vient de... je ne sais pas si vous aimez l'art lyrique, mais chez les femmes, vous avez ce qu'on appelle la contralto, hein? Vous avez la soprano, et entre les deux, vous avez la mezzo. Mezzo. M-E-Z-Z-O. Hein? Contralto, mezzo, soprano. Mezzo en italien, ça veut dire milieu. Je suis au milieu. Mezzo, transformé, il est de mèche, donc je suis au milieu. Je suis entre les deux. Je suis un peu de connivence avec les deux parties. Je suis de mèche, je suis du milieu. Je suis dans l'entre-deux. Origine italienne dans ce cas-ci? Mezzo. Mezzo est devenu mèche en français. Si on te dit, je vais te graisser la patte. Graisser la patte. Ouais. J'ai hâte de voir si c'est littéral là aussi. Ouais, non. C'est pas une patte d'animal? Ou... Ouais, vous savez l'expression aussi, gras comme un voleur? Oui. Gras comme un voleur. Bon. La grosseur a toujours eu une espèce de connotation un peu péjorative. Hein? Si tu es gros, c'est parce que tu manges bien, tu prospères, puis si tu prospères, c'est probablement que tu t'en as mis plein les poches, tu t'es graissé. Hein? L'expression est engraissé, t'es graissé. Donc, graisser la patte, c'est dans ce contexte-là. Hein? Mon gras comme un voleur qui graisse la patte de l'agent civil en le soudoyant, en donnant de l'argent, en donnant une faveur. Ça peut être croche, donc, dans le fond. On dérive en disant... À la commission Charbonneau, il y a plein de monde qui ont graissé la patte de plein de monde qui étaient des gras comme des voleurs. OK, parfait. Hein? OK, alors si je te parle de trier sur le volet. Oui. J'imagine d'un village. Ouais. Puis on trie sur le volet. Mais on connaît l'expression qui est choisir de façon précautionneuse. Très classe. Là, on vient à notre sable fin tantôt pour sabler le champagne. Donc tu tries sur le volet. Mais d'où ça vient? Ça vient d'un volet. Puis un volet qui n'a rien à voir avec la fenêtre. Hein? Trier sur le volet. Le volet, à l'époque, c'était une manière de tamis. Hein? À l'époque, évidemment, les gens, ils vivent en ramassant des céréales. Un tamis, dans le fond? C'est ça, comme un sas, là, un tapis. Puis, on fait un volet qui est une espèce de toile sur lequel on va sasser le grain
pour séparer le grain de ce qui l'entoure. Hein? Donc, ce qui est bon à manger, ce qui ne l'est pas. Donc, vous prenez des grains de blé, vous allez les sasser sur un volet. Donc, les trier sur un volet. Les grains, ils tombent et le reste, il reste au-dessus. Donc, la paille, elle reste au-dessus et le grain tombe. Donc, quand vous triez sur le volet, ben vous séparez le bon vin. Attends, c'est quoi l'expression? Séparer le bon grain de l'ivraie. On revient encore à l'Ancien Testament. Toujours. Donc, l'ivraie reste sur le dessus, le bon grain descend. Qu'est-ce que bâtir des châteaux en Espagne? On présume un peu, quand ça me semble quelque chose d'impossible? Oui, c'est-à-dire, c'est d'avoir des rêves inatteignables, réaliser avoir un projet impossible, bâtir un château en Espagne. Ça remonte à longtemps, bâtir des châteaux en Espagne. Il y a deux approches. On peut dire, comme bâtir un château en Espagne, l'Espagne, à l'époque, en 8e, 9e siècle, elle est occupée par les Maures, hein, la conquête musulmane. Elle va déferler à partir de l'Arabie actuelle, Afrique du Nord. Ils vont traverser le détroit de Gibraltar et les Maures vont remonter, vont occuper ce qui est aujourd'hui le Portugal, l'Espagne, jusque l'autre côté des Pyrénées, vers 750. Ben là, finalement, ils vont atteindre à Poitiers la fin de leur expansion. Mais ils vont occuper l'Espagne pendant des siècles. Hein, il va falloir la reconquista chrétienne pour qu'ils se... Donc, construire un château en Espagne, c'est comme construire impossible, parce que si vous construisez en Espagne, vous êtes en territoire mauresque et les Maures ne toléreront pas que des chrétiens construisent des châteaux. Assurément compliqué, ça. Exactement. Donc, se faire des châteaux en Espagne... Quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est un rêve, irréalisable. Qu'est-ce que l'origine de noyer le poisson? Ça, on imagine que c'est encore là littéral. On dit, tu noies le poisson, mais d'où ça vient? Ça vient des débats à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes. On a plein d'exemples en tête, c'est regardez, ça. On en a plein. Là. Le débat public est plein d'endroits où on veut noyer un poisson. C'est parce que, voyez-vous, Gilles, noyer un poisson, c'est quelque chose qui est un peu curieux. Comment on fait pour noyer un poisson? Un poisson, naturellement, ne va pas se noyer parce qu'il vit dans l'eau. Mais dans notre sens, on l'utilise on dit que pour créer la confusion, dans le fond, quand tu veux noyer le poisson, on va mêler le monde. Là. Le balayer en dessous du tapis. Ouais. Hein, vraiment. Exactement. Noyer le poisson, c'est... Il y a une origine littérale. Hein. On raconte que, je sais pas, moi je connais pas assez la pêche, que les pêcheurs à l'origine, pour faire en sorte que le poisson ne gigote plus, tu le noyais. Donc Aujourd'hui, tu coupes la tête. Dans le fond, quand tu vas à la pêche, tu coupes la tête pour plus qu'il bouge. Ouais, ou on donne un petit... On l'assomme sur le bord de la chaloupe. Oui, aussi. Mais à l'époque, on le noyait, on le prenait, puis on le faisait littéralement, parce que les ouïes du poisson sont habitués à avoir un volume d'eau qui est prédéterminé. Lorsque vous donnez plus de vélocité, il va se noyer, comme par exemple... Mais si tu le mets juste dans l'eau, ça se peut que tu te noies avant lui. Oui, si tu le mets dans l'eau, c'est ça. Exactement. Donc, c'est assez embrouillé et brouillon. Mais noyer le poisson, je vous dis que ça a bien à voir avec la vie politique actuelle. OK, pauvre comme Job. Oh my God. Ça, c'est vraiment... Pas comme une job, là. Non, c'est parce que tu n'as pas de job, là. On remonte encore à l'Ancien Testament. OK. Hein, c'est vraiment Job qui était un homme d'une richesse incroyable, qui a tout perdu et qui est sombre dans la misère la plus absolue. Et parce que, évidemment, c'est le diable, hein, c'est Satan qui lui impose des épreuves. Et malgré ces épreuves, il garde la foi et il est sauvé. Donc, pauvreté extrême, Job. D'ailleurs, dans toute l'iconographie de la Renaissance, c'est un personnage qu'on voit souvent. C'est-à-dire quelqu'un qui va passer de la richesse riche absolue à très pauvre, à la misère la plus... Et qui, malgré sa condition d'extrême indigence, va garder quand même la foi. C'est un peu ce qu'on disait en début d'entrevue, vous savez, le riche dans le chat d'une aiguille, etc. Le bon Dieu punit ceux qui l'aiment. Bon, c'est le cas de Job. Tantôt, on parlait d'apparence sur les vêtements, tiré à 4 épingles. Oui, c'est pas être sur son 36. Non, mais on comprend que c'est dans la même lignée, j'imagine. C'est un peu oui, un peu. Okay. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour avoir des vêtements, par exemple, si vous aviez votre carré Hermès au soie naturel, de manière à bien le porter, vous le mettiez sur une table et à chaque coin, vous mettiez une épingle pour que le tissu soit bien tendu et qu'il n'y ait pas de faux plis. Donc, vous êtes vraiment tiré à 4 épingles lorsque vous avez cette attention du détail qui fait en sorte que la pièce de vêtement qui recouvre votre corps ne soit pas marquée par des faux plis. Donc, vous êtes tiré à 4 épingles. Si on fait la cour,
Ah, faire la cour. messire, La cour du roi. que vous me semblez beau, si votre ramasse égale votre plumage, vous êtes sans contredit le phénix des autres de ce bois. Est-ce que c'est lié vraiment Je à fais ça? la cour, oui, c'est essentiellement. La Courtiser, c'est ça? courtisan, une courtisane, un courtisan, les gens qui font la cour, qui vont, comment dire, tenter de se ménager des faveurs en attirant l'attention. Ça peut être le seigneur, le duc, le prince, ça dépend de la cour, les grandes cours, la cour du roi. Ça fait remarquer, dans le fond, c'est ça que tu voulais. Plus que ça? Plus séduire. Je fais Séduire. la cour de quelqu'un, je vous séduis, c'est presque un flirt d'une certaine manière. OK. Hein, vous avez la voisine, c'est pas parce que vous la voyez en maillot dans sa cour, là, vous lui faites la cour, Faire vous la la cour, c'est... courtisez. Donc, ça vient vraiment de cette époque-là où les cours royales étaient l'endroit où On avait cette chance. on essayait de se faire avancer dans la vie. Il n'y avait pas à l'époque la relation de séduction qui est aujourd'hui liée à cour C'est plus monté dans l'échelle dans sociale. l'échelle sociale. Exactement. OK. Tout à fait. Si on prend la clé des champs, Ah, ben là, on vient à l'auberge. OK. Si vous voulez C'est sortir pas un de cadenas avec une clé, là. ben, si vous voulez sortir de l'auberge, ça vous prend la clé. Oui. Hein? Bon, prendre la clé des champs, c'est sauver, s'évader, c'est se fuir. Oui. Je vous disais tantôt que sortir de l'auberge, l'auberge, c'est la prison. Donc, prendre la clé des champs, c'est je prends la clé de l'auberge avec laquelle je serai capable d'ouvrir la porte. Les prisons, c'est quoi? C'est un immeuble autour duquel il y a un mur Oui. et qui est souvent situé en périphérie, dans un champ. La clé des champs, donc la clé rouvre la porte de la prison qui m'amène dans le champ qui est à l'extérieur. Donc, c'est vraiment s'enfuir, s'évader, se sauver. Le OK. comte de Monte Cristo a pris la clé des champs en se substituant à un curé qui était mort dans sa cellule. Si je pars sans crier gare, Ah ouais. si je pars sans crier gare, Gare à l'eau, gare à la... C'est un peu... c'est partir sans prévenir, s'en Ouais, aller. ouais. C'est fil à l'anglaise. OK. Hein. C'est vraiment là... vous savez, le mot gare, dans la tradition, avant les trains, hein? Ouais. Ben, ça n'avait rien à voir avec les trains. Il n'y avait pas une gare ferroviaire, une gare d'autobus, même une gare d'avion. Le mot gare, c'est « prends garde à toi hein? ». Méfie-toi de. OK. Donc, gare à l'eau. Lorsque, par exemple, vous viviez à Québec au 17e siècle, il n'y avait pas d'aqueduc, il n'y avait pas d'égout. Et le matin, les pots de chambre, on les tirait par la fenêtre du 2e étage. Et si vous marchiez dans la cour de la montagne, au moment où la personne se préparait à tirer son pot de chambre par la fenêtre, elle devait crier « gare à l'eau ». Gare à l'eau, ça veut dire « tasse-toi parce que ce qui s'en vient, mon ami, c'est des carottes OK. ». Ou c'est pas des carottes, enfin bref, c'est ça. Donc, crier, sans crier gare, ça veut dire sans Exactement. faire attention. Oui, À ce moment-là, OK. c'est ça. Sans prévenir, sans avertissement. Parce que si vous criez « gare », vous prévenez la personne qui s'en vient quelque chose. On revient à l'expression qu'on a touchée tantôt, les fameuses chandelles. Ouais. Là, c'est brûler la chandelle par Ouais. les deux bouts. Ouais. C'est encore la fameuse chandelle Ben oui, qui vaut mais là, cher. si on la- tout. Exactement. À l'époque, la chandelle coûte cher. Si on la brûle par les deux bouts, elle va durer 2 fois moins longtemps. Donc, c'est vraiment gaspiller, tirer son argent par les fenêtres. C'est vraiment ne pas avoir de préoccupation de l'économie. Si on se casse la margoulette, On se fait mal en maudit. on se casse la figure, dans le fond. Ouais, Parce que c'est lié à la tête. La mâchoire. La margoulette, c'est un vieux mot. Par exemple, il y a une belle gueule, hein, la Ouais. gueule. La gueule, c'est un peu le Uh-huh. carré des gens. Bon, la gueule, le mot ancien, c'était la goule. G-O-U-L-E. Goule est devenue Ferme ta gueule. goule. On aurait Ouais, dit ferme c'est ta ça. goule. C'est ça, ferme ta goule. D'ailleurs, le mot existe encore, les goules, notamment les fantômes, les trucs OK. comme ça. La margoulette, c'est la mâchoire. Donc, se péter la margoulette, se casser la margoulette, c'est vraiment se casser la figure, tomber, avoir un accident grave, mais surtout dans les membres supérieurs. OK, il nous en reste un dans notre Ah, ben séquence de 50. On en a fait 50. Pas déjà. Ben oui, ça va. Mais Ah, écoute, ben on a là. quand même 1h20 de fête, là. Quand même, pas si mal. Vive le balado. C'est ça. Et je dirais de Denis pour la dernière expression, il a plusieurs cordes à son arc. Ah ouais, OK, c'est bon ça. Hein? C'est drôle parce qu'on termine avec quelque chose qui n'existe pas. Ben voyons. Oui, c'est parce que, voyez-vous, à l'époque, quand vous aviez des combattants qui se battaient avec des arcs et des flèches, Oui. il y avait un mythe qui voulait qu'il y avait certains archers qui étaient capables de mettre plusieurs cordes à leur arc. Donc, mettez un arc, il y a une partie de bois, il y a Oui. une partie qui était à l'époque un tendon tendu, on met la flèche. Le rêve que l'on avait, c'est d'avoir un arc où on pourrait avoir 2 ou 3 cordes. Ça ressemble à un instrument de musique rendu là. Ouais, ça peut... Une harpe. Ouais, c'est ça. Ou l'ancêtre de la mitrailleuse. Ouais. C'est-à-dire que lancer un seul projectile, vous en lancez 3 à la fois. Donc, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est
comment dire, c'est un rêve difficile à réaliser, mais une fois que tu l'as, tu es supérieur à tout le monde. Donc, tu es quelqu'un qui est capable de faire à la fois bon cuisinier, super mécanicien, pas mal menuisier. Quelqu'un qui est très capable de faire un peu de tout. Mais tout. est-ce que ça n'a pas dérivé, au lieu d'avoir plusieurs cordes, tu aurais pu avoir plusieurs flèches, dans le fond? Oui, ben, c'est-à-dire que si tu as plusieurs cordes, ça te permet d'avoir plusieurs flèches. Là, si j'ai 3 flèches sur mes 3 cordes d'arc, puis que je les lance, j'ai 3 fois plus de chances de terrasser mon agresseur. Mais tu risques de manquer 3 parce qu'il n'y aura pas de précision. Dans la réalité, je suis convaincu qu'il y a des gens qui l'ont essayé. Ça. Je ne suis pas convaincu que ça a fait un succès bœuf, parce que d'autant plus que pour tirer un arc, à l'époque, c'est assez dur. Hein? C'était du frêne, c'était un bois qu'on avait chauffé, plié. Il y a de la résistance, donc il fallait avoir un bon bras. Rien que pour une flèche, ça en mettait plein la vue. Sur 3, il aurait été compliqué. Enfin. Monsieur Denis, merci beaucoup. C'est un plaisir, ici qu'on s'arrête, puis on se reparle prochainement, c'est sûr. Alors, hein? On n'arrêtera pas ça. À la prochaine. Salut. Salut, bye.